la beauté du produit, je la décide jamais avant. Et c'est vraiment l'esthétique qui va être dictée par la fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, je vais essayer de la chercher en essayant d'être le plus pur possible sur les choix de forme, de ligne, de couture, etc. Ce qui va faire que, à la fin, normalement, si l'utilité est ultime, le design sera ultime et l'esthétique aussi, quoi. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Qu'est-ce que la mode ? Aujourd'hui nous sommes dans le showroom Le Feuillet, 4 rue des Forces dans le 2e arrondissement de Lyon et nous sommes accueillis par Ilan Dahan. Bienvenue Ilan. Merci, bonjour. Merci pour ton accueil ici. Avec grand plaisir. Ça va ? Ça va bien, ouais. Premier podcast comme je te le disais, et puis hâte d'échanger avec toi sur ces sujets. Pareil, parce que comme je te le disais aussi, c'est un sujet qui me passionne, c'est dont on va parler, le design, le sac aussi, surtout ce produit. Donc oui, justement, pour te présenter, tu es cofondateur de la maison de maroquinerie, parce que Le Feuillet, c'est de la maroquinerie, que tu as donc cofondé il y a 7 ans avec ton frère. David Dahan. Est-ce que c'était un rêve de travailler ensemble et aussi sur cet objet, le sac ? En fait, on a toujours eu le rêve avec mon frère de travailler ensemble et c'est vraiment ça qui a été la genèse du projet. On a 8 ans d'écart avec mon frère, c'est mon grand frère et ça a toujours été un peu mon modèle dans les études, etc. Et donc, quand on était jeunes, on passait vraiment nos soirées, nos nuits à débattre sur des entreprises qu'on voudrait monter, des concepts, des petites innovations. Et en fait, au fond de nous, on s'était toujours dit qu'on allait monter une entreprise ensemble. Et donc, voilà, chacun a eu son parcours. Mon frère est allé plutôt dans la banque d'investissement. Moi, j'ai commencé mes études. Et on s'était toujours dit que je rejoindrais mon frère et qu'on monterait un business ensemble. Et au final, la genèse du projet, ça a été que pendant mes études, je me suis acheté mon premier MacBook et c'est vrai que c'est un bel objet qui a une certaine valeur. Et je cherchais une pochette pour cet objet et qui était assez minimaliste, en cuir. Je voulais qu'elle ait une certaine fonctionnalité et aussi une esthétique que je ne trouvais pas sur le marché. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai toujours été créatif, passionné de mode, de design. Donc, je vais dessiner cette pochette dont je rêve. Après ça, je me suis dit que j'allais voir des ateliers pour réaliser ce produit. Et en fait, j'étais directement confronté à des minimums de production, à des frais de prototypage. Et à ce moment-là, j'avais pas de l'argent à investir là-dedans et c'était vraiment les prémices d'un projet. Donc, je suis allé apprendre à coudre. Enfin, mon objectif, c'était de me dire, je vais découvrir ce métier, connaître les techniques de fabrication. Donc, je suis allé voir des maroquiniers dans Lyon, cordonniers, dans le centre-ville de Lyon, pour leur demander de m'apprendre le métier, de savoir quels outils on utilise, quel cuir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à toucher les cuirs chez eux, utiliser quelques machines. Et j'ai créé la première pochette qui d'ailleurs est là, que les auditeurs ne peuvent pas voir. Il faut venir au showroom. C'est ça, il faut venir au showroom pour la voir. Et donc voilà, très rapidement finalement, je me suis constitué un petit atelier dans mon appartement quand j'étais étudiant. Avec des outils que mon frère m'avait offert, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là avec mon frère, comme on a toujours voulu monter une boîte, on était tout le temps en discussion de comment s'y prendre pour créer ces produits, pour peut-être les commercialiser, etc. Et s'encourager aussi l'un l'autre en fait, du coup si tu as offert en plus des outils, parce que c'est quand même des outils bien spécifiques pour le cuir. C'est ça, à la base c'était des outils pour de la couture au point sellerie, donc sellier, pardon. Sellier, ouais.
Donc en fait, c'était des points à la main, sans machine, mais quelques outils pour travailler le cuir, pour le refendre, pour faire des déparages, etc. Donc finalement, peu d'investissement, mais oui, des outils qu'il faut apprendre à maîtriser et qui ont certaines techniques. Donc les premières coutures de la pochette, c'est vrai qu'elles sont pas très réussites, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à coudre. Et très vite, j'ai des amis, mon premier cercle, qui m'ont demandé en fait de leur faire des produits sur mesure, donc des sacs à main, des porte-cartes, des pochettes d'ordi. Et au final, à chaque fois, je mettais un peu ma patte, mon ADN de design dans les produits, et qui était très inspiré de l'architecture, du design. Et à cette époque, moi, j'avais pas fait d'études de mode ou de design ou de graphisme ou d'architecture, mais j'adorais ce milieu-là, et je venais de l'économie. Et en fait, j'ai dû me plonger dans des ouvrages pour savoir comment on conceptualise un produit, comment on le dessine, pourquoi il y a une raison d'exister. Et là, je me suis passionné à fond là-dedans. Et j'ai commencé à dessiner les premiers produits, à les fabriquer comme ça. Et au final, comme ça a de plus en plus plu à mon premier cercle, à qui je faisais des produits sur mesure, j'ai commencé à développer une petite collection, à fabriquer un site internet, à diffuser un peu sur Instagram quand j'allais chercher du cuir, quand je faisais mes premières coutures, etc. Et donc c'est comme ça que ça a pris tout doucement. C'était en 2014, j'avais 22 ans. Et donc au premier Noël, je m'en rappelle, parce que c'est vrai que la fin d'année c'est une bonne période pour la maroquinerie, parce que c'est souvent des cadeaux. Ça a bien fonctionné. J'avais une boutique à Lyon qui revendait les produits. Très vite, début d'année, une boutique sur les Champs-Élysées qui vendait les produits. Et après une collaboration avec les Inrecuptibles, qui en fait, donc le magazine qui lançait un e-shop et qui avait besoin de jeunes créateurs pour développer, à présenter sur leur e-shop. Et donc du coup, j'ai bénéficié de pages de communication dans le magazine. Et donc au début, c'était pas non plus un gros exploit financier, mais par contre, ça m'a donné vraiment l'envie de me dire, ok, il y a quelque chose qui plaît, il y a une dynamique qui se met en route, donc on y va à fond. Et c'est à ce moment-là où mon frère me suivait depuis le début, plus sur le côté business, de créer un peu des business plans, réfléchir à la construction des prix, à les négocier avec ses magasins, etc. Qu'on s'est dit, allez, il y a quelque chose à faire ensemble, il y a une dynamique, on s'associe, et on avait des choses, des profils très complémentaires, où moi je suis plus créatif, lui est plus cartésien, et donc on s'est divisé. On aime dire que moi je fais tout ce qui se voit, mon frère tout ce qui se voit pas, lui il a l'entreprise et moi la marque. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en 2015. Tu as été très rapidement en lien donc, avec les ateliers, parce que là, tu disais que tu faisais toi-même, mais très rapidement, en fait, tu n'as pas pu continuer de produire à ton échelle. Voilà, au début, donc, je faisais moi-même. Donc, quand je suis rentré dans ces premières boutiques, c'est moi qui faisais la production. Et donc, du coup, c'était pas de très bonne qualité. Parce que, voilà, il faut le dire, mais pas une pression pour bien devoir d'exceller ou d'apprendre quoi. Mais ce qui était dur, c'était qu'à cette époque-là, moi, je passais mes nuits en fait à coudre, et même des journées et tout, alors que ce qui me plaisait foncièrement et ce qui était en moi, c'était de développer la marque, créer des partenariats, dessiner des produits. Et finalement, la production, j'adorais prendre connaissance de ce savoir-faire. C'est ce qui m'a aidé après pour dessiner des produits avec ces contraintes. Mais on s'est directement dit avec mon frère, il faut qu'on trouve des ateliers. Et en fait, ça arrivait très rapidement, où le but, c'était de sécuriser notre production, structurer tout ça. Et donc, on est allé chercher des partenaires en France. On a 2 ateliers. On a un atelier à Lyon, à Rieux-la-Pape, et un autre à Montbéliard. Et donc, au début, on a commencé par l'atelier à Montbéliard, qui travaille avec des grands noms de la maroquinerie, et qui est un atelier qui a beaucoup de couturiers, qui travaillent avec toute l'industrie horlogère suisse, sur les bracelets de montre et aussi sur la maroquinerie. Et donc, directement, nous, comme on était petits, on a cherché à faire un partenariat avec eux, pour vraiment qu'ils nous donnent la possibilité d'avoir accès à un savoir-faire en maroquinerie qui nécessite d'avoir des volumes, des quantités, puisqu'on utilise beaucoup de couturiers, de machines, etc. Et une fois qu'on a eu cet atelier-là, on a trouvé un atelier plus petit, mais qui avait tout autant la même qualité et qui était occupé des mêmes machines, qui est à Lyon, et qui nous permet en fait d'avoir plus de flexibilité sur la production, de développer des pré-séries, etc. Tout est dans la région en plus. Vous pouvez rencontrer, connaître, travailler avec eux, comprendre aussi la technique, suivre la technique et l'évolution des savoir-faire aussi. Ça a été très important dans l'ADN de l'entreprise. C'est qu'en fait, il faut dire que le feuillet, ça s'est créé
de la découverte du métier du cuir, de l'envie de créer une pochette et en fait de la rencontre avec les maroquiniers qui m'ont appris le métier. Et donc directement quand moi j'étais pas du milieu de la maroquinerie ni de la fabrication de pièces, donc dès que j'ai voulu trouver des ateliers, en fait moi la logique des choses c'était que ça soit local, que je puisse aller à la rencontre des ateliers qui m'apprennent à fabriquer, poser des questions, savoir comment ça fonctionne, pour savoir comment j'établis mon cahier des charges pour le produit. Toutes les matières premières que j'utilise, pareil le cuir, de se dire tiens le cuir j'y connais rien, je vais aller visiter des tanneries françaises pour qu'ils m'apprennent qu'ils m'expliquent comment on tanne le cuir, d'où vient la peau, quels sont les enjeux, comment on la travaille derrière, etc. Donc en fait dès le début on a fait une sorte de petit tour de France des métiers de la maroquinerie pour s'entourer des meilleurs fournisseurs, parce que le but c'était vraiment de faire l'objet le plus noble fabriqué en France avec les meilleures matières, le meilleur savoir-faire. Donc, on a de la chance que en maroquinerie, ça soit en France, que tout est le meilleur. Grâce aux grandes maisons. Au-delà d'une conviction qui est réelle sur la responsabilité et la durabilité, c'était vraiment d'avoir un échange avec tous nos partenaires et nos fabricants. Et pour amener un design unique et une vision de la maroquinerie qu'on voulait apporter sur le marché, c'était nécessaire de rentrer à fond dans ce métier. Et donc d'apprendre, en fait, là tu soulignes le fait que l'apprentissage était à la genèse, mais il l'est toujours, même 7 ans après. Je pense que tu dois encore apprendre constamment des choses, puisque de toute façon c'est un corps de métier qui a des centaines et des centaines d'années, tout ce qui est autour du cuir, et du coup on a toujours des choses à apprendre. Mais et justement tu disais que donc tu dessinais, c'est toi qui développais la marque, et justement j'aimerais bien discuter avec toi de cette notion de design. J'aime bien reprendre aussi l'expression en français d'art appliqué. Le design, ça veut dire quoi en fait derrière? Et les arts appliqués, ça vient aussi un peu de cette même notion science appliquée, où c'est vraiment dans le concret, dans le quotidien et tout ça. Et j'ai l'impression que, c'était aussi dans la genèse. Tu disais, j'ai acheté ce produit, j'ai besoin que ce soit quelque chose qui protège. Il y avait une fonction derrière, un usage qui a initié la création, et j'aimerais bien entendre un peu plus de ça. Tout ça, c'est quoi le design, ou qu'est-ce que tu recherches, peut-être plutôt, qu'est-ce que tu recherches quand tu dessines en fait une pièce? Pour répondre déjà à la première partie de ta question, c'est vrai que le design, l'art appliqué, moi je l'ai tout de suite vu très vite, comme même encore plus loin, la conception. La vraie définition finalement du design, c'est la conception, et en fait c'était comme j'étais en train d'apprendre ce nouveau métier, et que j'apprends toujours, et même sur différentes disciplines, c'était vraiment de se dire ok, on a un but, c'est de faire un produit. Pour que ce produit il ait du sens, il faut qu'il ait une utilité, et comment on va le concevoir. Et la conception en fait elle va être contrainte finalement par tous les savoir-faire qui sont en jeu, toutes les matières premières, et c'est ça qui va donner à la fin, selon moi, le produit ultime. Et après, pour la deuxième partie de la question, moi très vite, je venais pas de ce milieu du design, j'ai pas fait des études là-dedans, et donc directement j'avais besoin j'avais besoin d'aller chercher et d'avoir des connaissances sur le design très profondes pour avoir la légitimité de commencer à dessiner en fait, parce que je me sentais vraiment un imposteur au début de vouloir faire ce produit alors que finalement je ne savais pas dessiner, pas concevoir, etc. Donc j'ai voulu chercher cette légitimité, et tout de suite j'ai le premier designer qui m'a frappé et auquel j'ai tout de suite adhéré, c'est Dieter Rams, avec ses 10 principes du design, qui sont un design doit être innovant, doit être respectueux de l'environnement, doit être compréhensible par son utilisateur, doit avoir le moins de design possible, donc de fioritures, il doit être utile. Donc voilà, il y en a plein, je les connais pas tous par cœur, mais en tout cas c'est toute cette pensée qui fait que un objet, pour qu'il ait du sens, il faut qu'il soit utile, qu'il soit compréhensible. Moi j'ai très vite aussi adhéré à cette notion d'interaction entre l'homme et l'objet dans son quotidien. Tout ce qui est dans l'ADN Le Feuillet, en fait, pour moi, la beauté du produit, je la décide jamais avant. C'est vraiment l'esthétique qui va être dictée par la fonctionnalité, et cette fonctionnalité, je vais essayer de la chercher en essayant d'être le plus pur possible sur les choix de forme, de lignes, de couture, etc. Ce qui va faire que
À la fin, normalement, si l'utilité est ultime, le design sera ultime et l'esthétique aussi, quoi. Trop bien. Quand tu parlais justement de ta façon de dessiner, c'est en architecture, on parle d'épure. C'est un peu le schéma fondamental d'une architecture, d'un ouvrage. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, quand on voit chaque produit, le feuillet, même si on ne l'a pas devant nous, on a juste une image, on peut savoir et voir où va aller la main, comment on va pouvoir le porter, quelle partie du corps va supporter cette partie-là et tout ça. Donc j'aimais bien un peu, ce mot, ça me faisait penser à ça. Donc c'est vraiment un rapport ergonomique du produit, en fait. À la base, j'ai répondu à mon propre besoin et c'était, j'allais à l'université avec mon MacBook dans la main sans pochette. Et donc, j'aurais pu me le faire tirer. Et de deux, il pouvait tomber ou je pouvais le taper sur quelque chose. Et donc, je voulais tout de suite une pochette qui le protège et en même temps quelque chose qui soit sécurisé dans ma main. Et c'est pour ça que cette anse, je l'ai créée. Et au final, dans la notion d'ergonomie, j'ai réfléchi à ce que ça épouse parfaitement la main, que ça ne gêne pas dans le porter, qu'on ait l'impression de porter un produit finalement sans fermer le bras, sans forcer, que ça soit dans la continuité du bras, dans la continuité du mouvement. Ouais. Et donc, cette notion d'ergonomie, elle était vraiment réfléchie comme ça. Et finalement, dans tous les produits Le Feuillet, à chaque fois, je ne vais pas créer un produit pour un produit. Par exemple, sur notre trousse de toilette, on se dit, tiens, à la fin d'année, c'est vrai qu'on fait des cadeaux, les hommes, ils ont besoin de trousse de toilette, les femmes aussi. Et on se dit, tiens, on va faire une petite poche avec un zip sur le dessus et on met nos produits dedans. Non, en fait. Et donc, j'aurais pu créer différentes esthétiques de trousse de toilette avec des produits différents. Et en fait, non, là, ça a été vraiment sur ce produit-là, c'est comme sur tous les autres, de se dire, ok, quelle est l'utilité d'une trousse de toilette ? En fait, on est dans le mouvement, on voyage avec, on arrive dans un endroit, on l'ouvre et on va se servir de nos produits. Et donc, directement, je me suis dit, ok, donc dans le design de ce produit, il faut que dès qu'on arrive dans un nouveau lieu, on puisse disposer ces produits, s'en servir et après la refermer et repartir. Et donc, directement, c'est pour ça que j'ai fait un zip qui est sur toute la diagonale du produit, qui fait que quand on l'ouvre, ça crée une sorte de vanity et ça vous offre un display pour reposer votre brosse à dents, votre peigne, etc. Et vos produits de beauté. Et donc, c'est vraiment cette dynamique qui était dans la création de l'objet. L'étude de quel est en fait le besoin autour d'un produit. Et derrière, on le dessine avec le moins de couture possible, le moins de fioritures possible, mais qui va répondre à un seul besoin. Et au final, je trouve, et je pense que nos clients le disent aussi, que ça devient un bel objet, mais parce qu'il est utile et qu'en fait, son esthétique, elle paraît logique, vu son utilisation. C'est vraiment ça, c'est quand la fonction crée la forme, on pourrait croire que ça peut être vite ennuyeux ou justement dire c'est limite utilitariste. Mais en fin de compte, quand il y a l'usage, quand on répond à l'usage et quand on introduit un objet de manière juste dans le contexte, dans la dynamique de vie. Tu parlais de voyage par exemple pour la trousse de toilette. En plus avec une belle matière, parce que c'est une seule et même matière à chaque fois. Sur chaque produit, une matière, une couleur. Donc c'est uni. On pourrait se dire dans l'idée, c'est très uniforme ou uniformisé, mais en fin de compte, justement chaque ligne a sa place et il y a une forme d'équilibre. Mais comment est-ce que tu gères justement cette tension dans ce design-là que tu es en train de développer, ce concept que tu es en train de développer entre usage très concret et cette sensibilité esthétique? C'est vrai que c'est difficile parce que, par exemple, moi je suis pas un bon dessinateur à main levée. Et donc du coup, j'arrive pas à dessiner par exemple à main levée l'esthétique qu'aura le produit. Et donc du coup, directement, je passe par la conception et je vais chercher à faire que chaque pièce du produit fonctionne ensemble pour aller à un même but, c'est assouvir cette utilité. Et en fait, moi, le but, on va dire que la sensibilité que je mets dans le produit, c'est gommer le maximum de couture, le maximum d'aspérité sur le produit. Pour qu'en fait on arrive à lire que l'utilité et que du premier coup d'œil on se dise mais en fait c'est logique, un produit ça doit s'utiliser comme ceci et donc là tout est à la bonne place. Et je pense que sincèrement c'est ça qui donne la beauté du produit et au final je dirais que mon implication dans la beauté du produit elle n'est pas dans
dans mon geste à faire une esthétique, mais plus à réfléchir à sa fonctionnalité. Et c'est comme ça que naît la forme. Et du coup, on s'y attache aussi. Et je pense parce que les produits, peut-être, ils procurent une émotion, parce qu'ils sont directement lisibles, peut-être. Ouais, c'est ça en fait. C'est ce que je disais quand on voit où se pose la main, où on va pouvoir le porter à l'épaule et tout ça. Tu as commencé avec une pochette. Et pourquoi le sac en soi? Pourquoi ce produit-là? Parce qu'en cuir, on aurait pu très bien peut-être développer... Enfin, si c'était un affect par la matière, par exemple, je sais pas, des vestes ou... voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est né dans le développement de ce type de produit? Je pense que j'ai toujours eu une appétence pour les accessoires, on va dire. Les belles chaussures, belles montres, des sacs, etc. C'est une belle question parce que je ne sais pas forcément pourquoi je me suis dirigé vers en tout cas vers le sac. Je pense que directement c'est ce qui m'a plu et en final la discipline de maroquinerie, elle est autour du sac. Et j'ai eu besoin d'une pochette d'ordinateur et finalement tout le monde a besoin de sacs ou de contenants pour mettre des produits. Puis j'ai eu d'autres besoins par la suite, donc c'est ce qui a décidé de s'orienter sur les sacs. Au tout début, ça a été des pochettes d'ordinateur. Et au final, en voyant que la pochette d'ordinateur, finalement, on avait besoin de transporter des documents, des câbles, d'autres choses, etc. On s'est dit, oui, non, mais en fait, il faut aussi un sac, un briefcase, etc. Et par exemple, notre briefcase, si par exemple, on reparle d'esthétique sur le briefcase, par exemple, cette esthétique très rectangulaire et qui le donne hors des codes classiques, parce que finalement, un briefcase chez l'homme, c'est toujours les mêmes codes. Et nous, il est différent parce qu'au final, sa forme a été la résultante de vouloir avoir un sac qui tient debout, qui se pose par terre au lieu de venir le caler contre un meuble, etc. Et donc, c'est ce qui a impliqué le montage avec des arêtes franches et qui structure le produit, qui fait qu'il lui donne une prestance et qui donne cette beauté finalement au produit. Et donc, finalement, ce choix de montage, il est dû à l'utilité que je voulais donner dans le produit. Et ça lui donne son caractère et son esthétique, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et il a une vraie présence, du coup, même seul, même pas utilisé, en fait, même pas en lien avec un corps, en quelque sorte. Il a une vraie présence. Et ça, c'est ma volonté là-dedans, c'est que moi, je suis passionné de design et d'objets surtout, tout confondu. Et en fait, ma plus grande satisfaction, c'est de créer des objets avec de la maroquinerie. Et souvent, on aime bien dire avec le feuillet qu'on ne fait pas de la maroquinerie, pas des sacs, on crée des objets. Avec la volonté que ces objets deviennent iconiques et qui durent dans le temps et qui soient intemporels. Et comment tu nourris justement cette passion du design? Parce que tu parles d'objets, justement le design de mode, ça vient du design d'objets, c'est un des objets qui nous entourent. Est-ce que tu te poses et tu te fais des petites analyses, des études de cas ou des lectures d'histoire d'objets, justement? Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du design, aussi un peu de l'architecture. Comme je ne viens pas d'une formation en design, directement j'ai dû m'auto-former et aller plonger dans des livres. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert le design par la conception, par tous les objets iconiques en fait qui font partie de l'histoire du design et qui ont été des révolutions en termes d'esthétique, en termes de fabrication, en termes de sens, d'utilité et qui ont marqué à chaque fois en fait des périodes de design et qui ont été faits par des designers de renom et qui ont marqué cette histoire. Et donc voilà, au fur et à mesure j'essaie de me faire un petit peu cette culture-là que finalement je retransmets dans les produits. Et dernièrement, avec le feuillet, on a sorti aussi un livre, j'allais en parler justement. Dessin d'objets, qui est à la base une newsletter qui raconte l'histoire des objets qui nous entourent et en fait de ces iconiques du design. Donc pour l'instant, on a fait 100 objets qui à travers une newsletter qui arrive dans votre boîte mail tous les mardis. Et on décrit un objet iconique par son sens, son esthétique et ses techniques de fabrication. On dit aussi quelques anecdotes de ces produits et donc on appelle ça dessin d'objet. Dessin, c'est D-E-2-S-E-I-N-S. Et le dessin, c'est vraiment l'intention, la conception, tout le concept qui a été derrière cet objet pour le décrire. Et donc ce qui fait sens avec le feuillet, dans la volonté de mettre du sens dans les produits. Et donc voilà, on en a fait un livre, dessin d'objets, que je vous invite à lire d'ailleurs. Il y a aussi
l'affiche aussi. Et du coup, c'est vrai que quand on étudie le design, c'est des objets assez iconiques qui ont marqué. Il y a plusieurs chaises, par exemple. C'est le fameux objet pour les designers d'objets. C'est la chaise. Ensuite la lampe et tout ça. Et donc, en tout cas, quand je vois ça, quand je vois justement aussi l'ouvrage dessin d'objets, que c'est un peu aussi en équipe, votre étude de cas aussi, votre moyen de cultiver aussi de cette histoire du design et de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière, de nourrir l'intention en fait, et pas juste un style, une esthétique et de dire ah ça c'est joli, ça c'est pas joli. En fait, ça nous permet de découvrir pourquoi les objets ont été créés, quelle technique de fabrication ont même révolutionné l'industrie, etc. quand ça a été créé. Et nous, en fait, par exemple, dernièrement, on l'a utilisé, on a développé un sac en tissu. Notre objectif, c'était de développer un sac en tissu pour amener un produit plus casual et avoir d'autres fonctionnalités que notre maroquinerie qui peut être des fois plus formelle. Et donc, pour développer ce tissu, directement, moi, j'étais confronté au fait devoir utiliser des matières synthétiques, donc à base de plastique. Et dans la veine de Le Feuillet, on est hyper éco-responsable, utiliser des matières nobles, éco-responsables, durables. Et donc ça m'embêtait d'utiliser des polyesters en plastique et de faire 3 fois le tour du monde pour créer cette matière, parce que ça va être filé en Asie, ça revient en France pour être tissé, après teint, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de durable. Et la genèse de Le Feuillet, c'était vraiment sur apprendre la conception, etc. Découvrir des métiers. Et donc à ce moment-là, je suis allé voir un tisseur qui est Chamatex, qui est en Ardèche, donc à 1 heure d'ici, qui est leader sur le tissu technique mondial, travaille avec les grands noms. Et donc là, directement, je lui ai dit, mais j'ai envie de faire un tissu, mais donc technique, donc ça veut dire anti-abrasif, déperlant, résistant. Mais ce tissu, j'ai pas envie qu'il soit à base de polyester, et j'ai envie qu'il soit fait de manière responsable, que ce soit dans notre vision, notre ADN. Et donc là, on a trouvé de se dire que la majeure partie de la production mondiale de lin, elle est faite en France. Le lin, c'est une matière super résistante. Et en fait, on a créé un tissu de A à Z en France, avec un lin qui est récolté en Normandie, qui va être tissé en Ardèche en ripstop. Donc j'ai appris tout le tissage, on allait visiter des usines de tissus, de tissage, etc. Donc qui est tissé en ripstop, donc c'est un tissage qui permet d'avoir une imperméabilité. Non, une résistance à la déchirure. Donc ce qui fait que quand on va trouer le produit, la déchirure va pas se grandir. Et après, donc, ça a été teint et enduit, etc. pour avoir toutes ces propriétés techniques. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, c'est aussi grâce à dessin d'objets, grâce à cette étude des savoir-faire, des techniques de fabrication, de pourquoi ces objets ont un sens, que quand on s'est dit on va développer un sac en tissu, on l'a fait à fond en essayant de trouver un nouveau savoir-faire de tissage. Et c'est du coup beaucoup de recherche et développement, donc de rencontres, de recherche et développement technique, d'apprentissage, de discussion. Il y a dû y avoir beaucoup d'allers-retours parce que là, c'est pas seulement Le Feuillet qui était mis au défi, c'était aussi donc un atelier, de dire on veut aller plus loin. Et il a répondu à ce défi aussi. Donc, il y a aussi toute une démarche d'innovation matière dans laquelle vous entrez, en fait. Parce que jusque-là, c'était la construction, on va dire, d'un objet, la construction de la ligne et tout ça, l'architecture, on va dire. Et là, maintenant, il y a une concentration, tu parles d'une concentration aussi sur la matière. Alors, finalement, c'est pas une innovation. On a pris des beaux savoir-faire français, et on a tout allié, et par chance, finalement, ça n'avait jamais été fait. Mais finalement, c'est du lin qui pousse en Normandie, c'est un tissage qui existe depuis des années, et nous, on l'a juste associé. Donc, c'est pas une méga innovation. Mais c'est ça l'invention. Souvent, ça sort pas de nulle part, mais c'est des associations. C'est ça. Ouais. Là, tu soulignes le fait que c'est une culture, une recherche, une curiosité constante des matières, et que même en se concentrant sur une typologie d'objets, il y a toujours des nouvelles approches, des nouvelles formes, parce qu'en fait, on se concentre sur l'usage, sur le quotidien en fait, des personnes qui vont le porter, et pas un lifestyle ou un concept juste esthétique, quoi. On arrive gentiment à la fin, mais comme tous mes invités, je pose cette question, et ça nous permet en fait aussi de connaître un peu plus l'invité. Est-ce que tu aurais un ouvrage
que tu souhaites recommander aux auditeurs de Qu'est-ce que la mode ? Un ouvrage qui t'a inspiré ou... Alors, c'est pas un ouvrage en particulier, mais lire tous les ouvrages de Dieter Rams qui sont géniaux et qui sont vraiment, pour moi, les prémices de ce qu'est un bon design, du minimalisme et de créer des objets intemporels. Et finalement, Dieter Rams, c'est dans les années... son apogée, c'est dans les années 70-80 chez Braun. Et en gros, il a fait des produits magnifiques avec les technologies d'avant, les innovations d'avant, et c'est des produits qui sont toujours d'une esthétique super belle aujourd'hui. Et donc, il a réussi à traverser le temps en respectant finalement le fait qu'un produit doit avoir du sens et une utilité avant tout, et que c'est ça qui va donner son esthétique. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a inspiré le plus. Après, tous les architectes et designers d'objets classiques qui ont un peu révolutionné, comme Prouvé, Charlotte Perriand, Corbusier, Tadao Ando, etc. Et puis lire notre livre Dessin d'objets, qui je pense sont des objets iconiques que les gens qui connaissent l'histoire du design connaissent très bien, mais avec des fois des petites anecdotes sur la fabrication qui sont assez sympathiques de savoir et comment elles ont bousculé le secteur et tout, etc. C'est pour ça que je pose cette question, justement, parce que souvent on parle de design, la mode, c'est du visuel, c'est de l'image, mais en fait non, c'est nourri par beaucoup de lectures et toi-même tu l'as dit dans ton parcours, donc c'est comme ça qu'on cultive une pensée aussi, qu'on développe une esthétique et qui va au-delà d'une superficialité de un j'aime, j'aime pas, et c'est plus qu'un sens philosophique, mais ça vient unifier justement toutes les aspirations qu'on a, émotionnelles, psychologiques, philosophiques. Il y a vraiment cette interaction avec l'homme et l'objet. Et donc c'est ça qui porte le design, je trouve. Merci Ilan. Je ne sais pas si tu avais encore d'autres réflexions ou pensées qui ont comme ça émergé suite à cette conversation. Tu peux nous partager peut-être ce que cette conversation a fait émerger. C'est toujours bien de faire un point sur le parcours traversé. Et c'est vrai que si j'avais un conseil, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour donner des conseils, mais c'est qu'à la base, moi, je ne connaissais rien à ce milieu-là. Et juste en découvrant ce métier et en étant passionné par ce que j'étais en train de découvrir, j'ai appris une nouvelle discipline, on va dire. Et c'est génial, il ne faut pas se fermer des portes, il faut y aller à fond. Ouais. Et puis on participe grandement du coup à cette discipline, à l'héritage. Donc merci de nous avoir ouvert la porte de Le Feuillet et de tout cet univers que vous développez en équipe sur Lyon. Donc il y a cette adresse, on a dit rue des Forces, et puis rue de Sèvres à Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça, au Bon Marché, où on a un corner avec notre machine laser qui permet de venir découvrir les produits, aussi de les personnaliser en live. Vous pouvez aussi nous rencontrer à Lyon. Et puis voilà, et puis aussi surtout sur Internet. Sur notre site Internet, où tout est détaillé sur les produits, la façon dont on les crée, notre savoir-faire, etc. C'est super de partager tout ça, partager ses savoir-faire. Donc merci, parce que du coup on a pris un temps de réflexion sur la mode pensée, dans sa globalité. Et puis, mais à partir justement de sa fonction première, et de ne pas oublier que en fait on habille les personnes, on accompagne les personnes dans le quotidien et on travaille du coup sur les objets qui nous entourent. Et donc c'est un apport pratique, de facilitation j'allais dire, mais en même temps qui nous repose, qui repose le regard, qui repose notre morale aussi parfois. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, on se retrouve donc à l'atelier Tigre, à l'atelier où on retrouve Nicolas David, qui est le fondateur justement de Tigre, qui sont des céramiques installées au village des créateurs dans le centre de Lyon. Merci pour ton accueil. Donc bienvenue sur Qu'est-ce que la mode aussi.
Je voulais recevoir ton regard et ton parcours, aussi entendre ton parcours suite à cette grande question de la mode. Souvent de la mode, on parle vêtements et tout ça, mais on oublie qu'en fait c'est du design d'objets de manière générale et qu'il y a aussi des modes, il y a aussi des façons de faire, mais aussi des modes esthétiques dans l'objet et la céramique. Donc déjà... qui es-tu et qui est Tigre? Écoute, merci de m'interviewer. Je suis Tigre, c'est un atelier, donc c'est écrit Tigre avec un Y, comme la ville de Lyon, en fait, c'est un petit clin d'œil, c'est pour ça qu'il y a un Y. D'accord. C'est un autre félin avec une particularité. Et donc c'est un atelier de céramique que j'ai monté, là ça fait quelques mois que je suis installé maintenant. Et moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé ma carrière à faire plutôt du marketing et parce que j'étais attiré par l'objet. Et j'ai travaillé pas mal dans le jouet, dans la lunetterie. Donc, dans la lunetterie, on parlait déjà beaucoup de mode aussi, puisque c'est un accessoire vraiment de mode. Et puis, je m'en suis un petit peu éloigné parce qu'en fait... moi, ce qui me plaisait dans le marketing, c'était vraiment le produit et la conception et le design même du produit, mais pas forcément tout ce qui va avec après pour trouver les meilleurs moyens de les vendre. Et je me suis un petit peu perdu là-dedans et je trouvais plus vraiment de sens dans tout ça. Et donc, je voulais donner un petit peu plus de sens à ce que je faisais. Donc, en créant des choses par moi-même. Et en parallèle, j'ai fait une première orientation où j'ai travaillé dans l'humanitaire pour une ONG qui s'appelle Entrepreneurs du Monde, où je suis allé gérer pour eux un business social d'accès à l'énergie propre en Haïti pendant à peu près 2 ans. Puis je suis rentré en France et là j'ai recommencé à travailler pour eux pour de l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des réfugiés, des personnes très fragiles. Et ça m'a permis de me former. Alors, je suis allé dans plein d'endroits, plein de directions différentes. J'ai commencé à aller chez Cobois à Lyon, qui est une association qui forme sur le travail du bois. Je voulais travailler des matériaux naturels. Mais le bois, je me suis rendu compte que c'est génial de travailler le bois, ça sent super bon. Mais, mais sauf que les machines à bois, ça fait beaucoup de bruit. En fait, travailler le bois, c'est aussi quand même être dans un environnement qui est pas toujours simple. Et puis, donc je suis allé dans plein de Fab Labs, chez des potiers. Donc je me suis formé à la céramique chez Sika Gomez, qui est une potière de Lyon, au tournage et puis à la céramique traditionnelle. Et puis en parallèle, je me suis formé chez YouFactory, puis au 8 Fab Labs dans la Drôme, donc dans plein de Fab Labs, à la conception 3D et au design en 3D. Et grâce à ça, j'ai découvert que du coup, il y avait des gens qui commençaient à travailler la céramique imprimée en 3D. Et moi, j'adore les métissages et du coup, je suis autant attiré par l'innovation que par la tradition. Et là, j'avais trouvé quelque chose avec un matériau que je trouve complètement noble, mais qui est en même temps complètement abondant et écologique, qui permettait de créer des objets. Ouais. Et c'est de là que j'ai commencé à monter mon projet d'atelier de céramique avec une technique du coup bien particulière, puisque j'imprime de la terre en 3D, mais derrière j'ai encore, bien sûr, j'ai aussi le vrai travail de potier derrière, puisque tout ce qui est finition, émaillage, c'est vraiment de la poterie et même la préparation de la terre aussi. Oui, parce que quand tu parles de 3D, on ne pense pas du tout à de la terre. On va se dire, mais comment on imprime ça? Bon, déjà, il faut venir voir, du coup. Exactement, il faut venir voir, ouais. Et puis, parce que donc, dans l'atelier, on voit la machine, les centrales. En plus, comme on disait tout à l'heure, moi, je découvrais aussi, c'est que c'est une matière qui reste encore humide, donc tu peux encore la retravailler derrière et tout ça. Donc, c'est là où tu dis, il y a encore la tradition... et le geste, on va dire, d'artisan et qui va pouvoir encore continuer à travailler la matière, quoi. C'est pas juste une conception 3D sur ordinateur et revenir et retranscrite comme ça. Ouais, d'accord. Et en fait, et pourquoi la terre, si tu parles de matériaux nobles... Déjà parce que c'est une matière qu'on fait pas venir de loin, en fait. On a des filons d'argile. Alors moi, je travaille la porcelaine, le grès et la faïence.
Et c'est des matériaux qu'on peut trouver sans faire des milliers de kilomètres pour le faire venir. Donc écologiquement, c'est intéressant. Quand je rate des pièces, ça arrive assez régulièrement même. Mais en tout cas, je peux réutiliser ma terre tant qu'elle n'a pas été cuite. Donc c'est juste du temps perdu, du travail, mais je n'ai pas de perte. Et puis c'est quelque chose de très durable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un objet en terre, en revanche, il va pouvoir vous durer pendant les amphores grecques qu'on trouve encore. C'est vrai. Donc voilà, donc pourquoi la terre? Et puis les gens viennent me voir, vous allez voir le processus de fabrication est très méditatif aussi. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Pour ça, moi, ce qui me plaît, c'est de faire des pièces qui invitent justement à la méditation pour soigner notre écologie intérieure. Moi, quand je suis rentré en fait d'Haïti, en fait, j'ai eu une période un vrai gros sentiment d'impuissance en fait face à la brutalité du monde et à ce côté où je me disais j'ai essayé de mettre ma goutte de colibri, mais en fait j'avais vraiment ce sentiment d'impuissance, de rien pouvoir faire, puis de me dire et au quotidien, moi qu'est-ce que je fais pour m'y retrouver et pour que les autres s'y retrouvent aussi. Et là, ce travail qui est en même temps vraiment intellectuel et avec du travail en partie sur ordinateur pour la conception des formes des pièces, puis derrière très très manuel, j'ai vraiment les mains dans la terre. Ce mix des deux, c'est ça qui m'anime. Ton rapport à l'objet, du coup, il est méditatif et en même temps, c'est une invitation puisque c'est pas pour toi-même, quoi. Tu le fais comme ça, mais là, il y a chaque pièce. En plus, c'est unique par la technique aussi. Tu me disais par les couleurs aussi, puisque tu peux mettre donc des couleurs dans la terre qui va être imprimée. Même si tu fais une série, la terre arrive jamais au même endroit. C'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ouais. Je teinte la terre et je fais des strates en amont. Et du coup, chaque pièce, en fait, ça me permet d'avoir un effet aléatoire, contrôlé. C'est-à-dire que je sais à peu près où mes couleurs vont être, mais ce sera jamais identique. Donc il va y avoir des effets. Chaque pièce va être différente. En fait. C'est quoi derrière ce mot qui t'anime et cette façon aussi En fait, moi, ce qui m'anime, c'est ça va être un peu, dit comme ça paraît peut-être un peu idiot, mais c'est d'essayer de rendre le monde un peu plus beau. Et la beauté, elle est évidemment pas que dans le côté esthétique des choses. Elle est bien sûr dans la forme et dans l'apaisement qu'on peut voir en voyant une forme qu'on trouve belle. Mais moi, j'essaye donc de faire des pièces qui sont aussi des paysages qui invitent à la méditation. C'est pour ça que la terre, c'est elle qui fait le paysage, mais je m'inspire de paysages naturels, de la mer, de la montagne, parce qu'on n'est pas toujours face à la mer et à la montagne, mais aussi de l'architecture locale, pour faire des objets qui nous invitent à respirer et se recentrer sur nous-mêmes, en fait. Et en plus, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais c'est des contenants, des vases, tu parlais tout à l'heure des pots à double fond aussi pour accueillir des plantes et pouvoir avoir un arrosage plus écologique. En plus, du coup, tu parlais de quelque chose de méditatif et tout ça, donc on est face à un objet qui nous rappelle notre contenance aussi, et c'est super intéressant de voir ce parallèle de ta façon de voir le design et l'objet même qui naît de cette manière de procéder en quelque sorte. Oui, et puis l'idée c'est prendre soin du vivant, donc prendre soin de nous, être humains, mais aussi du coup des plantes, puisqu'on est sur des contenants qui peuvent contenir des plantes pour la plupart, et justement dans ces pots auto-irrigants, l'idée c'est vraiment de prendre soin de plantes vivantes. Comment alors tu définirais la mode, parce qu'on a parlé un peu de design, c'est des fois un synonyme qu'on utilise pour le mot mode, mais et voilà. Oui, la mode, c'est globalement un comportement collectif. Et en fait, il y a des modes très éphémères, et puis des modes qui deviennent, en fait, qui reflètent des évolutions de la société.
quand les mini-jupes sont apparues dans les années 60 en Angleterre et en France, c'était un phénomène de mode, mais c'était aussi une évolution de la société, de libération de la femme. Et là, moi, je pense que la mode aujourd'hui, pour moi, elle est dans le métissage. Et donc, métissage d'innovation et de techniques anciennes. Moi, je suis très attaché au métissage. Respect des traditions et en même temps se les réapproprier pour refaire d'autres choses. Ça, à mon avis, c'est une tendance de société. Et puis, prendre soin du vivant, faire attention effectivement à la planète, à l'écologie, à notre écologie intérieure, mais aussi à ce qui est l'écologie, avoir un impact, le meilleur possible sur notre environnement. Et voilà, il y a donc moi j'essaye de faire des choses qui invitent en tout cas à ce que nos comportements collectifs, donc que éventuellement ça devienne à la mode de prendre soin et de faire des choses aussi. Je pense qu'il y a un vrai sentiment aussi aujourd'hui d'authenticité, de volonté d'authenticité, et d'être en faisant des objets avec des produits, des matières naturelles, localement. Je pense que ça, pour moi, c'est aussi ça, la mode. Ouais. Et c'est reposant, en fait. Rien que de t'entendre en parler aussi, ça repose aussi. On n'est plus dans cette temporalité ultra accélérée et tout ça. Et du coup, je trouve que ça fait écho aussi à ces pièces qui sont au-delà du temps, en fait. Aussi, justement, on se dit ça nous parle à nous maintenant. Et en fait, elles peuvent être là et nous inviter, justement, c'est un peu ça aussi la méditation, mais nous inviter à être hors du temps. Tu touches aussi une notion du beau assez intéressante là-dessus, et parfois on l'oublie dans la mode industrialisée. Et on perd cette question du beau, parce que on est rythmé par un calendrier qui est hors de notre portée, qui nous maîtrise, alors que là, du coup, c'est une inversion de cet aspect-là de la mode. Donc, merci pour cette pensée assez réflective. Ça fait du bien de se poser. C'est gentil, merci. Et je ne sais pas si tu avais pensé à d'autres aspects quand je t'ai partagé ces quelques questions et qu'on n'a pas pu peut-être aborder. Comme ça, de but en blanc, non, pas forcément, mais peut-être si, c'est, tu vois, typiquement, pour revenir encore sur cette histoire de mode, la mode, c'est aussi quelque chose qui se réinvente, où on part de réinterprétation des choses. Et typiquement, moi, j'ai donc toute une gamme de produits que je fais en porcelaine blanche et bleue. Et ça, je le fais parce que ça me plaît beaucoup, parce que la porcelaine blanche et bleue, c'est quelque chose qui, historiquement, en céramique, est vraiment date du 6e siècle en Irak, où les potiers essayaient de reproduire le lapis lazuli, donc faisaient des poteries blanches et bleues. Ils n'étaient pas tout à fait blanches parce qu'ils n'avaient pas encore découvert la porcelaine. Et puis les chemins du commerce ont emmené ces traditions en Chine, et là les Chinois ont découvert la porcelaine, et donc au XIIe siècle on a vu apparaître plein de pots et de vases blancs et bleus, c'est les vases Ming et tous ces vases avec cette tradition magnifique. Et puis derrière, les Européens, qui n'avaient toujours pas découvert la porcelaine, là c'est nos amis hollandais qui ont envoyé des moines, des potiers déguisés en moines en Chine pour essayer de comprendre leur technique, et qui ont découvert du coup le kaolin qui fait la porcelaine, et cette blancheur et cette finesse, qui ont ramené en Europe, et on a vu se développer principalement aux Pays-Bas, mais pas que, des porcelaines blanches et bleues. Et aujourd'hui, du coup, moi je réinterprète d'une manière complètement différente, avec niveau formel et même d'utilisation des couleurs de manière vraiment... ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait, mais on est encore dans ce rappel de cette tradition, et donc de réinterprétation voilà. Et je pense au bout du village, j'ai ma copine Marthe Duval qui fait
des bananes en partie avec de la toile de Jouy ou des choses. Et c'est ça aussi la mode. Ouais, cette tradition qui continue et qui évolue au gré des rencontres ou même des fois on va un peu fouiner comme ça, mais en fait il y aura toujours réinterprétation, donc c'est inspiration qui fait évoluer les façons de faire et de voir aussi les choses, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Ali. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.